Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Cet épisode est sponsorisé par le cabinet de conseil en transformation et stratégie Elancy. Le cabinet Elancy est membre du réseau Elancy International et intervient en Europe et en Afrique depuis plus de 12 ans dans les secteurs de la banque, l'assurance, l'industrie et les services. Vous êtes perdu dans la jungle des cabinets de conseil ? Connectez-vous sans plus tarder sur www.elancy.ma et partez à la rencontre d'une équipe de consultants engagés dans la réussite de vos projets et qui affectionnent plus particulièrement les thématiques de l'innovation et de la transformation digitale. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'être avec Abdeslam Alaoui. Bonjour Abdeslam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. On va remercier chaleureusement Nasser, il se reconnaîtra, d'avoir facilité la mise en relation. Abdeslam, je vais essayer de te présenter rapidement. D'accord. Donc, tu es entrepreneur, un expert reconnu de l'industrie des paiements et accessoirement le directeur général d'HPS. HPS est un groupe marocain, c'est un acteur global que tu as cofondé en 1995. Donc cet acteur aujourd'hui contribue à façonner le marché et l'industrie du paiement au niveau mondial en répondant à des nouveaux usages de paiement. Alors là, on parle de paiement instantané, donc au meilleur coût. Donc avec une offre, c'est une plateforme intégrée qui permet de gérer toute la chaîne de valeur des paiements électroniques, quel que soit le canal, donc le terminal, le mobile, et quels que soient les types ou les acteurs qui sont intégrés dans cette chaîne de paiement, donc que ce soit en émission ou en acquisition, etc. Et avec plusieurs modèles, de la licence, des services et du software as a service. Donc HPS est au cœur de plusieurs défis, les défis technologiques et de l'innovation, l'interopérabilité des différents systèmes parce que vous êtes au niveau international, la sécurité, des défis en termes de gestion de volume, d'instantanéité, de normes, de conformité, etc. Donc quelques chiffres clés avant de démarrer notre conversation. 350 institutions clientes, dont 85 sur le continent africain, un chiffre d'affaires de 700 millions de dirhams. Et puis HPS est classé au top 5 mondial, au classement Gartner. Donc c'est une vraie histoire et success story marocaine. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir le plaisir d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui, Abdeslam. Merci. Peut-être petit ajustement, peut-être que les chiffres que tu as doivent être revus sans aucune arrogance de ma part. Donc aujourd'hui, on est sur plus de 90 pays, plus de 420 institutions qui utilisent la plateforme et de plus en plus de grandes banques ou de grandes institutions qu'on peut qualifier de tiers 1. Voilà, donc c'est une histoire qui finit, enfin, je ne veux pas dire qui finit bien, mais qui est à un moment intéressant parce que c'est tout à fait le début d'une nouvelle histoire et certainement qu'on en aura on va en reparler au cours de notre discussion. Tout est un éternel recommencement et avec ce qu'on apprend du passé et surtout adresser le futur avec beaucoup de calme, beaucoup d'intelligence, je vais dire. D'accord. Voilà. Très bien. Ben alors, Abdeslam, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui. Donc, Abdeslam Alaoui, comme tu l'as dit, j'ai 57 ans aujourd'hui. Donc, je suis le papa de 2 enfants et un mari heureux, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je plaisante.
Donc j'ai fait mes études à Toulouse et puis je suis rentrée au Maroc en 89. Et puis j'ai travaillé dans une entreprise du paiement, donc qui était basée à qui est toujours basée à Casablanca. Et j'ai pu, avec beaucoup de travail, me faire remarquer, on va dire, par mes supérieurs et aussi par un certain nombre de clients. J'ai rapidement fait le tour de ce que je pouvais faire dans cette entreprise et je me suis mis à mon compte, comme on dit, en créant une entreprise avec un ami d'école, un ami d'université, qui aujourd'hui est l'un des cofondateurs d'HPS aussi. Donc on avait cofondé une première entreprise en 92 et par la suite d'autres entreprises ont pu voir le jour. Donc une autre entreprise avec d'autres amis ou d'autres connaissances de différents pays. Donc on avait créé une deuxième entreprise. Et en 95, donc mon ex-patron nous a rejoints avec un autre patron de l'entreprise où je travaillais. Et on a créé donc HPS. Et HPS était donc la fusion ou l'aboutissement de tout ce qu'on avait fait à partir de là. Et donc, d'un point de vue purement professionnel, j'ai commencé évidemment par les tâches les plus difficiles, mais par contre les plus intéressantes. Donc il a fallu tout construire de zéro. Et comme tu peux l'imaginer, en 95, aller voir une banque en leur disant j'ai des idées et que je n'ai pas un rond, c'est pas forcément simple. Et donc l'accès au capital, on va dire, à l'époque était extrêmement, extrêmement difficile. Nous avons eu la chance, moi-même et les autres amis qui sont aujourd'hui dans HPS, de bénéficier d'une image, d'une bonne image auprès d'un certain nombre de donneurs d'ordre. On était, on va dire, valide techniquement, et donc on savait répondre à des vrais sujets. Et on a eu aussi la chance d'arriver au bon moment. Alors moi, ce que je dis, c'est que la chance, c'est quand la préparation rencontre les opportunités. Et quand on n'est pas préparé, quand l'opportunité elle arrive, on n'arrive pas à la prendre. Quand en fait on n'est vraiment pas verni, on se met jamais dans une position pour pouvoir voir les opportunités. Donc la chance, c'est d'abord beaucoup de travail pour pouvoir détecter les opportunités, pour pouvoir être préparé, pour pouvoir les saisir. Et quand on les saisit, il faut être hyper hargneux pour ne jamais baisser les bras et ne jamais baisser la tête malgré toutes les difficultés. Et Dieu sait qu'il y en a. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la force de l'entreprise, on le voit bien. Tu as dû voir il y a quelques jours une entreprise qui était cotée en bourse de Francfort, Wirecard, qui était une multinationale comme c'est pas permis, et qui en quelques jours a fermé. Quelle entreprise ? Wirecard. Wirecard, d'accord, oui, le scandale. Le scandale de Wirecard. Donc aujourd'hui, les tracas, les difficultés de l'entreprise ne sont pas forcément dues à sa taille, ça peut être de plusieurs types et il faut vraiment être très vigilant parce que les difficultés de l'entreprise, ce n'est pas le problème d'argent, c'est peut-être le problème le moins difficile parce qu'il y a toujours des solutions. Par contre, il faut être préparé à gérer 1000 et 1000 choses en même temps dans une entreprise. Alors, je comprends. Alors, merci de parler d'opportunités parce que c'est le cœur de ce podcast et de cet échange et les multiples opportunités qu'il faut savoir saisir pour grandir.
Alors, avant de grandir, si on peut revenir un peu dans le temps, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler juste du contexte où tu as grandi? Est-ce que tu as grandi à Casa, par exemple? Oui, alors moi, je suis née à Tanger. D'accord. J'ai grandi un moment à Tanger, j'ai grandi à Marrakech et j'ai commencé, donc on est arrivé à Casa, je devais avoir 8-9 ans. Et je suis restée à Casa donc depuis ce moment-là. Donc j'étais au lycée Lyoté. Et donc j'ai eu mon bac C à l'époque, qui était le bac scientifique. Donc je crois que ça s'appelle le bac S. Peut-être. Et voilà, et je suis allée à l'université de Toulouse, donc à l'université des sciences de Toulouse, où je suis restée un certain temps. Mais avant Toulouse, est-ce qu'il y avait une graine de prise de risque chez toi? Ou d'entrepreneurs? Est-ce que tes parents, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père était magistrat. Ma mère était comme beaucoup de femmes de cette époque à la maison. Elle s'occupait de nous. Et par contre, mon père m'a toujours poussé à être entrepreneur, d'être à mon compte. D'accord. Donc, contrairement peut-être à d'autres parents qui... Mon père ne nous a jamais indiqué la route de la facilité en nous disant « Soyez indépendant, soyez le maître de votre avenir ». Et donc, comment ça se manifestait, pardon? C'est-à-dire, il vous offrait en modèle des carrières, pas nécessairement de carrière de salarié mais non, en fait, c'était l'inverse. C'est qu'à chaque fois que lui était obligé de faire quelque chose qui ne lui plaisait pas, il disait « Mes enfants, soyez maîtres de... » Prenez le contre-exemple. Voilà. Très bien. Absolument. Donc, c'était beaucoup plus par rapport à ses contraintes à lui qui allait certainement à l'encontre de ses valeurs ou là, de ses principes. Et ça le minait. Et donc, pour ça, il nous disait, mes enfants, allez, soyez maîtres de votre avenir. Soyez indépendants, voilà, soyez maîtres de votre avenir. Et ça, ce message-là, tu penses que ça a guidé tes choix par la suite? C'est clair. D'ailleurs, le jour où j'ai décidé de ne plus être salarié, n'ayant pas accès au capital, je me rappelle, je m'étais fait prêter de chez mon père de l'Ahmo exactement 60 000 dirhams que j'ai mis 2 ans à lui rembourser. Donc pour moi, et il était très 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 fier que je lui rembourse. C'était beaucoup plus un sujet de principe que d'autres choses. Bien entendu. Mais donc c'est vraiment donc un leitmotiv et une fierté d'avoir finalement suivi ce conseil. Oui, moi je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le ferais certainement différemment. Évidemment, parce que je sais quelles erreurs on a faites et quelles erreurs on aurait pu éviter. Mais par contre, non, je ne regrette rien du tout. Autant les moments les plus difficiles que les grandes joies. Et généralement, les grandes joies arrivent toujours après de grosses efforts ou de grosses peines. Ça dépend comment on va le dire. Alors, je vais faire un saut dans le futur. Est-ce que ce conseil-là, tu le donnes à tes enfants aujourd'hui? Absolument, absolument. Je dis à mes enfants, peut-être différemment, je leur demande pas d'être indépendants, mais je leur demande de faire des choses qui les passionnent. Parce que je pense que la passion est la meilleure des énergies. Et aujourd'hui, quand on ne fait pas des choses qui nous passionnent, on ne va pas faire les sacrifices qu'il faut. Parce que pour être entrepreneur, il n'y a pas de secret. Ça passe par des sacrifices personnels, ça passe par des sacrifices de confort, ça passe par des sacrifices de famille, ça passe par des sacrifices dans le couple. C'est beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et quand ce n'est pas par passion, soit on devient dépressif, soit ça pose problème. Ok. Donc, si on revient à ta personne, donc tu choisis de faire des études d'informatique, c'est ça, à Toulouse. Absolument. Est-ce que ta passion, c'était les chiffres, l'informatique? Alors, moi, l'informatique, c'était quelque chose qui me plaisait, mais pas plus qu'autre chose. Moi, j'étais plutôt, on va dire, un scientifique. J'aimais bien la physique, j'aimais bien les maths.
Et des fois, je me pose la question, est-ce que c'est parce que j'aimais pas le cours de français ou le cours de philo et c'est plutôt peut-être ça qui m'a poussé vers des études scientifiques. Puis j'ai découvert l'informatique presque par hasard en arrivant en France. Donc, et quand ça a commencé, c'était vraiment super. Ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà. Et puis j'ai eu la chance d'arriver dans une société où j'ai pu m'exprimer pleinement. Et puis voilà, c'est parti. J'ai eu la chance d'être mêlé à des projets très importants très vite. À quel moment alors juste quand je suis rentré, donc je suis rentré en 89. Quand tu es rentré au Maroc. Quand je suis rentré au Maroc. Alors pourquoi déjà tu es rentré au Maroc? Alors je suis rentré au Est-ce Maroc. que c'est quelque chose de naturel en 89-90? Je sais pas. Non, je suis rentré pour des... En fait, ma mère est décédée, donc j'ai dû rentrer pour rester avec mon père, qui était seul. D'accord. Et donc, ce qui était une très bonne chose, en fait, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Dans l'ordre des choses, on va dire. Dans l'ordre des choses. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir ce boulot presque par hasard. Alors, le hasard, c'est intéressant. Oui, parce que le début de carrière, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, très souvent, je ne suis pas quelqu'un qui met en avant le destin, on va dire. Mais dans ce cas-là, en fait, mon père connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et donc m'a dit, voilà, Oudir, j'ai entendu parler d'une boîte, machin, ça serait bien que tu ailles les voir. Et puis je suis allé les voir. Et puis il se trouve que ce jour-là, ces gens-là cherchaient un profil qui correspondait pile poil à ce que je pouvais représenter. Et puis j'ai été pris, je crois, dans la journée. Le lendemain, j'ai commencé à travailler. D'accord. Bon, c'était quand même assez compliqué. J'arrivais Donc tout jeune diplômé. Après plusieurs années d'études en France où j'étais complètement indépendant, je me retrouve à Casa, j'avais pas de moyens de transport. Donc je marchais beaucoup, je prenais le bus. C'était pas galère, mais c'était compliqué. C'était les débuts un peu difficiles, comme dans les... Je touchais dessous, donc je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc c'était compliqué. Et alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. Et j'ai pu être promu rapidement. Et surtout, j'ai pu très très vite participer à des projets où en fait ma compétence a été appréciée très très vite. Et très très vite, ça a été des projets à l'étranger. Donc très très vite, j'ai commencé à voyager et j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger en me mêlant à plusieurs gens, à plusieurs personnes, à plusieurs cultures, à plusieurs langues. Et donc ça m'a vraiment beaucoup enrichi. Et j'ai pu aussi, et ça c'est très important, créer un réseau. Et autour de moi, j'avais des gens que je connaissais depuis mon passage en France, des gens que j'ai connus par mon réseau professionnel. Et le mariage des deux a fait que on a pu créer des choses intéressantes. Ok, donc là tu débutes ta carrière, tu dirais que tu étais dans quel métier? Le métier de service ou de développement? Développement, mais avec un côté commercial quand même, vu cette capacité de networker, tu n'es pas derrière un écran avec du code. Je pense que ce qui a dû faire la différence, c'est que je n'étais pas un rat de développement. Je vais utiliser peut-être un mot un peu vulgaire, je n'étais pas un pisseur de ligne. Et donc je pouvais parler aussi bien à un directeur général qu'à un développeur, qu'à un comptable, et très très vite en fait les gens avec qui on parlait privilégiaient une relation avec moi, et certains des clients que nous avions à l'époque insistaient pour que ça soit moi leur interface, et du coup ça m'a permis aussi de développer une capacité à peut-être mieux comprendre, avec plus d'empathie, et je pense que ça a beaucoup aidé à faire que mon réseau se soit développé. Ok, et là tu es face à des clients à l'international, de ce que je comprends. Absolument. D'accord, donc ça va également t'aider Absolument, et ces clients que j'ai connus à cette époque sont beaucoup plus des amis aujourd'hui, donc 25 ans, 30 ans après. Sont des amis que je vois de temps en temps, et que sur les réseaux sociaux on se raconte
c'est des différentes histoires que nous vivons. Très bien. Donc là, c'est une belle histoire qui commence. Alors, quel va être un peu un petit moment d'inflexion? C'est-à-dire que là, tu es salarié épanoui, de ce que je comprends, mais peut-être avec toujours ce goût de l'entrepreneuriat. En fait, là aussi, il y a eu un déclic. Donc, je faisais un certain nombre de choses qui me plaisaient beaucoup et je pensais pouvoir faire beaucoup plus. Et quand je me suis présentée pour dire, voilà, messieurs, je voudrais faire plus, je pense pouvoir faire plus, je pense qu'il y a une personne dans le groupe où je travaillais qui m'a dit quelque chose qui a beaucoup aidé à ma prise de décision. Il m'a dit, il y a des gens avant toi. Et donc je lui ai répondu, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je roule à la vitesse du plus lent? Il m'a dit des fois oui, des fois non. Je lui ai dit, ouais, mais moi je peux pas. Et donc je suis sortie de son bureau et j'ai démissionné. Tu avais quel âge? J'avais 29 ans. 29 ans. Des enfants à ce moment-là? Non, pas encore. D'accord. Non, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr. Non, donc non. Alors, pardon. Donc j'ai décidé de partir. Et on m'a demandé de rester pendant 1 an. D'accord. Et donc je suis restée pendant 1 an. Et pendant cette année, je me suis mariée. D'accord, ok. D'accord. Donc je me suis mariée à 30 ans, à peu près, un peu plus de 30 ans. Et donc quand je me suis mariée, donc, et j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais. Par contre, je suis restée quand même en freelance chez eux. Donc j'étais entrepreneur, donc avec Samir Khlouqi, qui est un des cofondateurs de HPS aussi. Et donc moi je suis restée en freelance. Et là en fait j'ai eu mon premier enfant. D'accord. Donc il y a 26 ans aujourd'hui, un peu plus de 26 ans. Et donc on a continué à travailler ensemble jusqu'au moment où les gens chez qui je travaillais en fait ont quitté et m'ont rejoint dans l'entreprise qu'on avait créée avec Samir, et c'est là qu'HPS a commencé. Alors Samir, justement, c'était un collègue de la fac, donc que j'avais connu à l'université. Et qui t'a rejoint dans ce projet en fait, entrepreneurial embryonnaire, on est d'accord? Absolument. Tu es indépendant en freelance, ou c'est-à-dire que tu n'es pas encore une société... En fait, non, on a créé l'entreprise ensemble. Donc c'est un partenariat. Un partenariat de Haglul, et moi j'étais en freelance chez l'entreprise où j'étais, et le soir je revenais et je travaillais le soir avec lui, et voilà. D'accord. Alors vous travaillez sur quel projet? Alors c'était un projet ambitieux. Alors je sais pas si tu te rappelles, quand Steve Jobs a quitté Apple, il est parti dans une boîte qui s'appelait Next. Tu t'es peut-être pas né à cette époque. Donc je suis né en 79. Ouais, donc tout petit bébé. Donc c'était en fait des stations de travail qui étaient le NEC le plus ultra, c'était du top de chez top. Donc technologiquement hyper avancé. Et on s'est dit, ce type de machine devrait régler un certain nombre de problèmes. Et donc on a pris la carte de Next et puis on a essayé de commercialiser ça au Maroc. Bon, c'était un peu compliqué. Et donc moi j'étais pris à 100% de mon temps, mais j'avais 150% de temps à l'époque, donc je travaillais comme un fou. Et Samir développait un certain nombre d'activités. Mais très vite, en fait, les autres amis nous ont rejoints. Et là, on s'est complètement focalisé sur le paiement. On n'a fait plus que du paiement. D'accord. On avait une autre activité qui était une activité télécom, donc la deuxième entreprise dans le temps. Donc on était avec d'autres amis. Et puis très très vite, en fait, on a cédé nos parts dans cette entreprise et ils sont partis dans leur route. Ok, donc là, si je comprends bien, vous êtes une bande d'amis des trentenaires. Non. Donc il y avait des trentenaires, il y avait des quarantenaires, il y avait même plus de quarantenaires, je ne sais pas si ça se dit.
Donc en fait, mon patron donc de l'entreprise où j'étais, qui est donc c'est Mohamed Hourani. D'accord. Ah, c'est vous qui l'avez débauché. Enfin, je ne l'ai pas débauché. On s'est tous associés D'accord. à un moment, mais donc lui cherchait un endroit où atterrir en quittant. On avait une structure, on avait des bureaux et c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc ensemble, il cherchait des cofondateurs. En fait, au-delà du bureau et de. Mohamed est venu me voir en me disant voilà, j'ai un projet dans la tête. Voilà ce que je veux faire. Voilà, évidemment, moi j'avais le même projet. Moi je ne rêvais d'une seule chose, c'est de pouvoir corriger tout ce qui me semblait être pas bon dans ce qu'on faisait avant. Donc, il y avait des sujets de technologie, il y avait des sujets de modèles d'affaires, il y avait des sujets de services. En fait, on avait un vrai projet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On s'est enfermé. Et pour l'anecdote, quand je te dis on s'est enfermé, il nous arrivait de ne pas sortir du bureau pendant 2 ou 3 jours. Et le matin, on descendait pour prendre un café, le café d'en bas. Et le gardien qui dit et en fait, on n'avait pas la gueule de lui dire là. Alors, on a bossé toute la nuit. En fait, pour lui, tout était noir. Vous passiez la nuit sur place, etc. La totale. Absolument. Ok, donc c'est un bootcamp. C'était un bootcamp, mais dial bsah. Oui. Ah non, on n'avait pas le Red Bull ou là les barres de chocolat. On n'avait rien, on avait de l'eau. On n'avait même pas de café, parce qu'à l'époque, pour faire du café dans un appartement de ce type, c'était compliqué. Donc c'était compliqué. Vous carburiez à la passion. À la passion, c'est exactement et au challenge. Ça. Absolument. Et on carburait beaucoup au fou rire. On a beaucoup ri. D'ailleurs, on rit toujours. C'était du rire nerveux ou du rire... du vrai rire, de vraies anecdotes, en fait, de folie, de choses incroyables. Donc, alhamdoulilah. Ok. Alors, c'est franchement une belle histoire. Mais comment vous êtes répartis les rôles ? Alors, c'était presque naturel. Donc, Mohamed avait beaucoup plus d'expérience de management. Et c'était quand même quelqu'un qui était peut-être un peu plus connu que les autres, en tout cas au Maroc. C'était quelqu'un qui était plus âgé, donc forcément, notre culture et notre éducation, il était très fédérateur de tous les sujets. Moi, j'étais le techos, donc moi j'étais dans la technique. Avec une bonne fibre commerciale quand même. Une bonne fibre commerciale. Mohamed a toujours aussi une grande fibre commerciale. Samir s'occupait de tout ce qui était design, très dans l'architecture, etc. Driss était beaucoup plus dans le fonctionnel. Donc Driss était un des 4e cofondateurs. Et à 4, le partage était naturel et ça nous a permis aussi d'éviter des sujets d'ego parce que chacun s'occupait de quelque chose et chacun était vraiment responsable et se sentait responsable de donner le meilleur aux autres, et ça, je pense que ça fait partie du succès. Et quand on pose la question à Nakangoulom, il y a 2 choses qui ont vraiment fait le succès d'HPS, à part évidemment le marché qui était là au bon moment. C'est que chacun était très très responsable de ce qu'il faisait et se sentait vraiment accountable, comment dire partie prenante, redevable. Redevable. Redevable de donner le meilleur de lui-même. Et le deuxième point, et ça je pense que peu de gens ont eu la chance de vivre dans un environnement pareil, c'était une confiance aveugle que les uns avaient envers les autres. Une confiance aveugle quand on croulait sous l'argent, et une confiance aveugle quand on était en difficulté. Et moi, je partais très souvent pour plusieurs mois en mission, et je donnais carte blanche à mes 3 amis de décider pour moi, parce que je sais qu'ils allaient décider sans aucune manière de ne pas être bienveillant par rapport à mes intérêts. Très bien. Voilà. Si tu devais qualifier le niveau de risque, parce que tu as dit que tu avais emprunté certaines sommes à ton père Ada,
tu dirais, le niveau de risque que tu as pris en entreprenant, est-ce que c'était vraiment all-in ou bien c'était calculé? C'est pour ça que si c'était à refaire, je referais différemment. Mais c'était complètement fou. Et je pense que aujourd'hui, avec mon expérience, j'aurais fait différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on entreprend, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du risque purement financier, on va perdre de l'argent, etc. Mais il y a un risque d'image, de position. Et ce risque d'image, de position, de relation, il est avec son épouse, il est avec sa famille, il est avec ses amis. Et aujourd'hui, nous sommes, en tout cas au Maroc, et encore aujourd'hui malheureusement, l'échec est un problème. Oui. Alors que maintenant je le sais, parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir ailleurs, etc., l'échec n'est vraiment pas... ne pas réussir n'est pas un échec, au contraire. N'est pas une tare, au contraire. On s'enrichit de ces erreurs, on s'enrichit de ces échecs. Et pour se relever et faire mieux. À l'époque, d'ailleurs, quand j'ai décidé de partir, mon ex-employeur m'avait dit, ce qui m'embête, c'est que je vais devoir récupérer, parce qu'il pensait me récupérer par la suite, quelqu'un de cassé après son échec. Donc le risque que j'avais pris, il y avait un risque financier qui était gros, parce qu'il m'arrivait très souvent de ne pas pouvoir finir mes fins de mois. Et donc, heureusement, mon épouse travaillait aussi, donc on arrivait à se soutenir les uns les autres. Mais il m'arrivait de ne pas pouvoir payer mon loyer, de toujours privilégier l'enfant qu'on venait d'avoir. Donc c'était tendu, c'était dur. C'était auprès de la famille, les gens allaient au restaurant, allaient à on ne pouvait pas. Mais tout ça, il faut savoir le vivre. Et pour moi, ça n'a jamais été une frustration. Parce que j'avais toujours en ligne de mire qu'un jour, on allait y arriver, parce que je voyais, j'avais la conviction, et pire en fait, c'est plus que la conviction, en fait, on pouvait le mesurer, parce que de jour en jour, on voyait l'édifice se monter. Évidemment, on n'a pas tout réussi, évidemment, tout ce qu'on a entrepris n'était pas bon, évidemment, on a fait des erreurs, évidemment, mais globalement, la tendance, la croissance, la courbe de croissance était positive sur pratiquement sur toute la ligne. Ok. Non, je comprends, c'est intéressant. Donc, pour revenir juste à la genèse d'HPS, donc HPS est un logiciel. Alors, HPS, c'est le nom. Donc HPS, ça veut dire High Tech Payment Systems. Et donc, on avait... la première entreprise qu'on avait créée s'appelait High Tech Informatique. Donc, à Didier Lyonnais au Samir. Et quand Mohamed Idriss nous ont rejoints, donc on a dit, tiens, on va essayer de capitaliser sur le high-tech. Et donc, on avait informatique générale. Et après, on avait high-tech payment systems. Et en fait, vu tout le boulot qu'on avait high-tech payment systems, informatique est mort de mort naturelle. Voilà. Donc, le produit s'appelle PowerCard. Et donc, c'est ce PowerCard qui est aujourd'hui l'asset, donc le capital, avec nos ressources et nos clients. C'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui quand on parle d'HPS. C'est un produit, c'est des collaborateurs brillants, et c'est aussi des clients qui sont aujourd'hui générateurs de revenus récurrents. D'accord, mais vous étiez quand même visionnaire, je puis dire, à l'époque, parce que vous êtes un des acteurs, on va dire, à l'international, qui s'est positionné de manière... qui a pris une position de leadership. Et puis, il y a une sonorité très américaine dans ce que tu dis. Est-ce que vous... Comment ça s'est passé, cette... Alors, la genèse? On avait la chance d'avoir, pour chacun, d'avoir fait des études à l'étranger déjà. Donc, ça nous a permis de voir autre chose. Et dans les expériences des uns et des autres avant, certains ont travaillé dans des multinationales. Et dans l'entreprise où on travaillait, on avait eu la chance aussi de pouvoir voyager beaucoup. Donc quand on a commencé HPS,
on s'est, depuis le premier jour, mis dans une position d'être international. C'est-à-dire on n'a jamais pensé qu'on allait avoir une position de leader au Maroc. On a tout de suite pensé qu'il fallait... Enfin, c'est pas qu'on a pensé, c'est que notre marché était à l'international. Et tu as parlé de ça sent américain. Mais en fait, je te donne un des exemples, c'est que le logiciel a été écrit en anglais. C'est-à-dire que les commentaires qu'il y a dans le code ont été en anglais. Les noms de variables étaient en anglais. Donc, est-ce que c'est toi... J'avais juste une petite question. Ouais. Ta patte dans le code, je pense qu'il y est. Oui, bien sûr. D'accord. Mais il y a des morceaux de code. Pas tous, mais il y a des morceaux de code qui sont encore à moi. Et moi, des fois, quand je veux me faire plaisir, je me mets avec les petits jeunes. Bon, ils codent beaucoup mieux que moi aujourd'hui. Mais ça, on va dire que le recul que je peux avoir par rapport au code, des fois, est quand même intéressant. Non, mais c'est intéressant que tu as quand même construit de tes mains un logiciel qui a une complexité quand même assez importante. Quel temps ça a pris en fait pour avoir un MVP? Un MVP, le MVP Loul, on l'a eu en peut-être 18 mois à peu près. Le premier MVP, 18 mois. Donc là, quand vous étiez enfermés, donc chacun travaillait un peu sur son... Alors, on a eu la chance de pouvoir avoir un premier contrat avec le GPBL, donc à l'époque, donc qui nous avait demandé de travailler avec eux et de faire un schéma directeur pour l'interopérabilité des paiements au Maroc. D'accord. Et en fait, ce travail a donné naissance au CMI 10 ans après. Donc c'est quand même incroyable. Et pendant cette période, donc ce travail avait été fait plutôt par Mohamed et Idriss. Et moi et Samir, on était au four, en train et puis on a eu la chance aussi, très très vite, de pouvoir récupérer d'autres talents, donc qui sont rentrés dans notre équipe. Et à l'époque, donc, le mindset marocain, on ne savait pas ce que c'était que des stock options, on savait pas ce que... Et pourtant, on a essayé de trouver des réponses à des demandes légitimes. Et donc, certains des collaborateurs qui nous ont rejoints, en fait, on leur a donné dès départ à des prix, on va dire, presque à prix coûtant, nominal. Et ils sont rentrés dans le capital de HES. Et à un moment, on est arrivé à 8. Donc, il y avait les 4 fondateurs et il y avait 4 autres talents qui nous ont rejoints, qui ont fait énormément de bien à l'entreprise. Et puis, certains sont partis à la retraite, d'autres ont choisi de changer de métier, et on est revenu à 4. Et parmi les 4, il y en a un qui est à la retraite aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok, donc là, alors la genèse, elle est très claire. Maintenant, quel est le moment d'inflexion où vous allez vous dire, bon, maintenant, notre modèle marche? À quel moment? Est-ce que c'est un client, une commande? Et puis, j'aimerais bien savoir comment vous avez fêté ça. Oui, alors, donc le premier client, c'était la Société Générale du Maroc, donc qui avait un sujet de paiement, donc c'était pas du tout rentable, les coûts étaient énormes, la fraude, enfin bon, tout. Et donc on a eu la chance de pouvoir donner confiance aux donneurs d'ordre, et donc on a eu ce projet. Et dans la foulée, on a eu un contrat au Koweït. Alors, le contrat au Koweït, c'était quand même particulier, puisque, en fait, on est arrivé, on a fait notre show, on a fait la danse du ventre, on a tout fait. Et le client était très, très satisfait, et il nous dit, messieurs, c'est top, mais en fait, votre concurrent, il a 60 personnes en permanence dans le Golfe, et vous êtes 2 pelés, 3 tendus à Casablanca. Donc si jamais je vais voir mon board ou un Goldman Sachs, et ils nous ont pas pris. Et 3 mois après, ils nous rappellent et ils nous disent, messieurs, est-ce que vous êtes toujours disponibles? Évidemment, nous, on avait faim. Alors quand ils vous ont pas pris, est-ce que vous étiez le bec dans l'eau en train de vous dire on va tous mourir? Oui. Et donc, on est rentré au Maroc, on a commencé à travailler la Société Générale, on a beaucoup bossé,
On a eu entre-temps le CIH, donc au Maroc, ça commençait à marcher. Ils nous rappellent et ils nous disent, voilà, on a bien réfléchi, etc. Ça se passe plutôt mal avec les autres. Est-ce que vous pouvez venir nous voir? On a fait ni une ni deux. Le lendemain matin, on était dans un avion. On arrive à Koweït. On leur dit, quel est votre problème? Ils nous disent, c'est ça le problème. Donc je m'enferme, Manous Mohamed, pendant quelques heures dans une salle. On revient, on leur dit, voilà le problème, voilà comment on va le résoudre, voilà. Les mecs, ils nous filent leur bon de commande. Et j'ai passé comme ça 9 mois au Koweït. Et c'était notre premier client au Koweït. Et dans la foulée, on a eu un deuxième client au Koweït. Et on a eu tout de suite un client en Égypte. On est parti au Sénégal. Et après, c'est parti. Ça s'est allumé. Et ça a super bien marché. Mais par contre, donc, avant ces contrats-là, c'était quand même compliqué. D'accord. Compliqué parce qu'on n'arrivait pas, parce qu'on avait beaucoup... toutes les économies qu'on pouvait avoir se sont parties, les voitures qu'on pouvait avoir ont été vendues. Donc ça commence à être compliqué. Ok. Donc là, vous arrivez un peu à scaler votre Absolument. logiciel. Et donc l'entreprise commence à grandir, à se développer. Et donc, on commence à se développer, on commence à avoir du cash, on commence à pouvoir prendre des vacances, on commence à recruter ce qu'il faut. Et puis, tout se passe bien. Ça, c'était en quelle année, à peu près? C'était dans les années juste avant 2000. Ok, d'accord. D'accord. Donc, on change de locaux, on prend des locaux d'une vraie entreprise, comme on disait, chez El Kadil Bsah. On commence à avoir des collaborateurs intéressants, on commence à avoir des clients qui deviennent loyaux pour HPS, on génère du récurrent, on fait notre version 2 du logiciel, on passe l'an 2000 tranquillement le fameux bug de l'an 2000. Donc tout allait bien. Et pour nous, en fait, on était quand même dans une logique que je pourrais qualifier d'opportuniste. En fait, on tirait sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à faire dans le paiement, on était là, et puis on adaptait, etc. Et donc en 2003, donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être un coup à faire, et peut-être qu'il nous faut des investisseurs pour qu'on puisse passer à la vitesse supérieure. C'était quoi le besoin? C'était de recruter une armée d'ingénieurs pour développer de nouveaux modules? Non, c'était plus une expansion géographique. D'accord. Puisque on était arrivé à un point au Moyen-Orient où en fait les gens nous disaient « vous êtes loin ». Donc il nous fallait un bureau à Dubaï, donc il fallait investir un peu à Dubaï. D'accord. Il fallait aussi grossir à Casa. Il y avait des investissements à faire pour avoir une nouvelle version. Et donc, on a eu des investisseurs qui sont arrivés en 2003. Et donc, et qui nous ont... donc, en 2003, ils sont arrivés. Et là, en fait, on va dire, senti notre douleur. Parce que c'était plus une entreprise de copains. En fait, on avait des financiers avec nous et le ton n'est pas du tout le même. Et les blagues ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas de blague avec les financiers. Les conseils d'administration étaient beaucoup plus froids, beaucoup plus... Et donc, on était vraiment en confrontation parce que c'était deux esprits complètement différents. Il se trouve que ces investisseurs... C'était le premier investissement technologique en Afrique, en tout cas en Afrique francophone. Certainement, il y a dû y avoir quelque chose en Afrique du Sud, mais c'est la première fois qu'un fonds canadien et un fonds marocain ont investi dans une société de technologie marocaine. Et ça, c'était vraiment bien comme il faut, donc c'était vraiment en frontal. Et donc, on a été obligé de tenir tête. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup sauvé HPS. On a pu tenir tête
aux décisions qui étaient des décisions purement financières, de gens qui ne connaissaient pas le métier, qui n'avaient pas de vision, mais qui avaient de la performance à montrer à leurs investisseurs, à leurs clients. Et ils ont essayé de nous forcer à faire certaines choses qu'on a refusées. On a perdu de l'argent la première année. Ils sont sortis en bourse en 2006 en faisant d'une culbute comme c'est pas permis. Ils étaient hyper ravis parce que une fois qu'on a pu avoir cet argent, une fois qu'on a pu investir, l'entreprise a vraiment explosé et on est monté en flèche. Donc cette période de 3 ans où on a eu les investisseurs, c'était très compliqué au début. Parce que c'était certainement un sujet de confiance. Ils pensaient qu'on était là pour leur bouffer leur argent, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, vous étiez des entrepreneurs, développeurs. Vous étiez voilà, on gérait l'entreprise. Eux étaient là dans le conseil. Et la deuxième année, ils ont compris. La troisième année, ils étaient super heureux. Ils sont sortis. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, certains des administrateurs arrivent de cette histoire. D'accord. Okay. D'accord. Et donc, ils sont sortis en 2006. Ça nous a permis, de pouvoir aussi... faire un petit coup en bourse, donc ça nous a permis de souffler. Donc là, c'est l'introduction en bourse. L'introduction en bourse en 2006, absolument. Donc là, HPS commence à être quand même une institution. Une institution, donc ça nous permet, en tant qu'individu, de pouvoir être un peu plus installé confortablement. Et donc, les fins de mois sont un peu moins compliquées. Les études des enfants sont plus ou moins garanties, donc on est un peu plus serein. Donc c'est là où l'entrepreneur, entre guillemets, récolte le fruit de son labeur. Le premier, parce que c'est jamais assez pour un entrepreneur, je crois que c'est jamais assez. Et pas assez parce qu'il est vorace ou là il est à pas. Non, il est parce qu'il dit que je peux faire plus. C'est l'ambition. Il le fera, absolument. C'est ça. Absolument. Et donc, après qu'on soit rentré en bourse, donc il y a eu l'événement qui est important, mais il y a aussi tout le reporting réglementaire. Et aujourd'hui, quand on voit une entreprise qui est en bourse et une entreprise qui n'est pas en bourse, en fait, certainement qu'il y a des exceptions, mais c'est le jour et la nuit en termes de reporting. Aujourd'hui, nous sommes tenus, même si on ne le voulait pas, tenus d'avoir une clarté, une transparence. Sur les comptes, sur les comptes. Et surtout, en fait, en tout cas chez nous, à HPS, on essaye de diffuser cette transparence et cette responsabilité que nous sommes en train de gérer de l'argent d'épargnants. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont à la bourse de Casablanca, à la bourse de manière générale, au Aircard en particulier, donc, qui n'ont pas compris qu'il y a des retraites qui sont investies dans HPS, et c'est une responsabilité aujourd'hui de chacun d'entre nous de nous assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Et que ce n'est pas notre argent, même si un peu de notre argent est dedans, mais aujourd'hui, nous sommes en train de gérer l'épargne d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé pendant toute leur vie, et on ne peut pas se permettre de commencer à faire n'importe quoi. Non, je crois que c'est plutôt le contraire. HPS, c'est quand même exemplaire en matière de création de valeur. Mais ce qui est important, quand même, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde dans l'entreprise comprend. Et que dans l'entreprise, quand il y a une dépense qui est faite d'une certaine manière ou là qui n'est pas faite d'une certaine manière, il faut que les gens intègrent. Vous avez veillé, c'est ça ? Vous avez veillé à préserver, on va dire, l'épargne des investisseurs. Les investisseurs, on a toujours eu un sujet particulier. Et étant nous-mêmes des investisseurs dans l'entreprise, il nous a paru extrêmement important de nous assurer que chacun dans l'entreprise était bien conscient de cette responsabilité. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Tout le monde a bien compris. Très bien. Donc je disais, vous êtes un exemple en matière de création de valeur sur le long terme. Et on va y revenir après sur l'avenir de HPS et sa legacy. Mais j'aimerais revenir sur le mot « on avait faim ». C'est très intéressant dans la bouche d'un entrepreneur. C'était quel type de faim ? Et en quoi c'est important dans le développement d'une entreprise ? Alors, tu dois certainement connaître le proverbe qui pour moi
qui Google, que les Anglais, necessity is mother of invention. Et donc, quand on est dans la nécessité, là, on se décarcasse pour trouver les solutions. Et de manière générale, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il va fournir tous les efforts pour y arriver. Quand c'est en plus des besoins basiques, je dirais, forcément, quand cette personne est honnête, en fait, elle se met à travailler, elle se met à bien travailler, bien au sens donner un livrable qui est honorable. Et ça, c'est très, très important. Et je voudrais partager avec toi un learning que j'ai eu dans ma carrière. Quand je travaillais encore comme entrepreneur, comme employé dans l'entreprise où j'étais en mission et c'était une mission très très compliquée. Donc plusieurs sujets techniques, j'étais seule, c'était compliqué, je bossais comme un fou. Et un jour, le client vient voir, il me dit écoute, on attend, ça sort quand? Et je lui dis écoutez, là, je fais de mon mieux. Et là, le gars me regarde, je n'ai jamais oublié, d'ailleurs je la partage souvent avec les collaborateurs. Il m'a regardé en plein dans les yeux, il m'a dit est-ce que je dois comprendre que ton meilleur n'est pas suffisant? Et depuis ce jour-là, je dis jamais je fais de mon mieux. Je fais ou je fais pas. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'inscrire dans une culture de résultats et pas dans une culture de moyens. Parce que si on est dans une culture de moyens, on ne peut pas être entrepreneur. Et il faut s'inscrire dans une culture de résultats, de dire je vais faire. Mais si je vais me donner les moyens pour faire, je vais me donner les moyens pour faire, tout le monde pourrait le faire. C'est ça. Pour y arriver, livrer, s'assurer que c'est bien, que le client revienne, etc. Ce mindset, il est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est ça. Très bien. Donc là, est-ce que vous avez perdu un peu cette fin-là quand vous êtes introduit en bourse? Est-ce que vous étiez plutôt vous êtes devenus des notables Non, de là, je pense que nos valeurs sont au-dessus de ça. Et bien au contraire, je pense que le fait de ne pas avoir à nous soucier au quotidien nous a malheureusement donné, ou l'a heureusement donné, d'autres soucis qui sont beaucoup plus importants. C'est pour ça que je disais, Filoul, un entrepreneur, il ferme un problème, il en a deux qui vont s'ouvrir. Et en fait, tous les jours, à chaque fois qu'on passe un seuil, l'autre seuil, il vient avec ces problèmes qui sont tout le temps nouveaux, qui sont tout le temps différents, et c'est vraiment un apprentissage de devenir résistant, résilient, d'être à chaque fois meilleur après un obstacle. Alors, je me rends compte qu'on n'a pas parlé, en fait, on a parlé du produit en disant que c'était un logiciel, mais on n'a pas parlé un peu peut-être pour nos auditeurs, parler un peu de son usage. Quoi, oui. Si tu peux nous en dire quelques mots. Alors, c'est une grosse bête. D'accord ? C'est une grosse bête qui sait tout faire quand il s'agit de paiement. En fait, si j'essaye évidemment, encore une fois, toute modestie gardée, si on regarde SAP dans l'industrie, en fait, PowerCard est dans le paiement. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Dès qu'il y a quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre, on peut utiliser un morceau de PowerCard. D'accord. Or, ça peut être une carte. Par exemple, cette carte, il faut la personnaliser, il faut mettre des données dans la piste, il faut mettre des données dans la puce. C'est peut-être un mobile, il faut donner des choses à un mobile. Mais c'est peut-être aussi un crédit qu'il faut donner à quelqu'un. Et donc, en fait, on va aller regarder, est-ce que cette personne est solvable, est-ce qu'elle n'est pas solvable? On va lui donner on va lui donner son crédit. Son crédit, il faut qu'il se rembourse, il faut qu'on aille ponctionner cet argent. Ça peut être un commerçant qui a besoin d'être payé. C'est aussi les connexions à Visa, Mastercard, c'est la gestion des guichets automatiques, les TPE. Donc en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre, nous, on a quelque chose à faire. Ça peut être de la sécurité, vraiment tout ça. C'est un business en or. C'est un business en or, et pourquoi, en fait, pour nous, c'est vraiment important, c'est que on est vraiment... On a un sens... On a trouvé le sens de notre métier, parce qu'aujourd'hui,
ce que nous faisons, c'est qu'en fait, nous mettons à disposition des citoyens un outil qui leur permet de vendre leur création. Et donc, en fait, qui leur permet de participer à une économie et qui leur permet d'exister dans une société. Donc aujourd'hui, là, il ne faut pas réduire notre activité à quelque chose de très simple, de dire c'est des codeurs qui ont fait un logiciel. C'est beaucoup plus que ça. En fait, nous participons avec notre savoir-faire, avec notre travail, à vraiment permettre à cette économie de tourner. Parce que ce type de logiciel permet aux gens de vendre, permet aux gens de se faire payer, permet aux gens de se faire financer. Et très souvent, on dit à nos collaborateurs, tu connais l'anecdote, ou l'anecdote, mais l'histoire des deux tailleurs de pierre. Au premier, à qui on lui pose qu'est-ce que tu fais tous les jours, je casse des pierres, et il est malheureux toute sa vie. Et l'autre, qu'est-ce que tu dis, je participe à construire des châteaux. Et c'est vraiment ce mindset qu'il faut, qu'on a toujours eu, et qu'on a toujours été très très attentif à le dispenser, à l'injecter dans l'ADN de chacun des collaborateurs d'HPS. Encore une fois, c'est une référence américaine. Je crois que c'est à la NASA. Je crois que c'est quelqu'un qui nettoie au HADA. Il dit qu'est-ce que tu fais, et il lui dit je fais voler c'est exactement ça. Des fusées. Mais c'est très beau. Pour t'illustrer ça, aujourd'hui, on l'appelle pas coursier, on appelle le responsable de la logistique chez nous HPS. Donc quand il va à l'aéroport pour chercher un client, il parle anglais. Okay. Il a de la super musique de jazz dans la voiture. La voiture est climatisée. Il est habillé comme c'est pas permis. Et il sent réellement qu'il participe à quelque chose de beaucoup plus gros. La dame qui nous sert le café quand on a des clients, elle s'assure qu'elle parle en anglais, que quand le gars lui dit un thé au lait, ce qui est quand même incroyable au Maroc, et pourtant la dame elle n'a pas été élevée dans ça, elle sait de quoi il parle, et elle arrive, et sans ça, c'est quand même le petit touch qui fait qu'il y a une différence. Écoute, tu me tends une perche formidable, parce que je voulais venir à l'écoute client. Je crois que HPS est une société donc technologique et qui a des learnings en matière d'écoute client. Enfin bon, il y a le fameux Users Club, je crois. Est-ce que tu peux justement nous partager comment donc dès le départ vous êtes à l'écoute de vos clients, c'est clair, à les chouchouter avec une relation très personnalisée. Donc là, c'est quand vous êtes quelques bandes d'entrepreneurs. Après, ça prend une autre dimension. Mais vous avez quand même, et là, avec l'exemple que tu as illustré, vous avez quand même veillé à avoir ce customer care. Absolument. Jusqu'au bout. Si tu peux nous raconter les étapes un peu de ce développement, de cette approche. Alors, le club des utilisateurs est quelque chose qu'on a aussi dessiné ou designé depuis le premier jour. Donc quand on était pendant les premiers 18 mois, quand on était en train de réfléchir, on s'est dit il faut qu'on ait ce club. Il fallait qu'on ait les membres surtout. Donc le club c'était pas un problème, c'était les membres le sujet. Donc dès qu'on a commencé à avoir du monde, on l'a créé. Donc 95, le premier club, je crois que c'était en 99 ou là en 2000. On a fait notre premier users meeting, et on l'a fait, je me rappelle très bien, à l'hôtel Mansour à Casablanca. On était 25, on était très très fiers. Alors la relation client à HPS, elle est vraiment au cœur de tout, et au-delà de tout ce qui est customer centric et tout ça. Chez nous, en fait, ça prend une dimension encore plus structurelle. Alors, évidemment, aujourd'hui, nos clients, on les chouchoute, mais on est en train de faire en sorte que nos clients nous chouchoutent. Et je t'explique. Aujourd'hui, on va les voir, etc., mais on leur demande de venir nous voir. Et ensemble, on a enclenché un programme d'innovation ouverte, donc d'open innovation. Et donc aujourd'hui, le User Club est un des maillons
ou un des outils que nous utilisons pour être très proche de nos clients et de faire de l'innovation avec eux. Alors, comment ça se traduit? Donc, ça se traduit par des hackathons il y a quelques années, par des bootcamps il y a quelques années, mais aujourd'hui, mais aussi par de l'innovation, de la co-innovation. Alors, comment ça se passe? C'est que nous, on a une idée, on va la proposer à certains de nos clients. Nos clients nous disent, tiens, c'est sympa, on peut investir ensemble, et on la teste avec ce client. Et on n'est plus dans du vase clos, on va dire, où là, on est complètement détaché en arrivant avec un produit tout fait. Aujourd'hui, on le construit avec le client, et les clients adorent ça. Parce que ces early adopters vont pouvoir avoir quelque chose de très très proche de leurs besoins. Et derrière, nous, en fait, on réplique et on avance avec d'autres. Donc, le client, très important, très proche, relation personnelle, et contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, c'est pas du tout non professionnel. Aujourd'hui, avoir de la bienveillance, aujourd'hui, demander est-ce qu'un client va bien, aujourd'hui, quand un client a peut-être un souci, que ça peut être personnel, ça peut ne pas être personnel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Ça n'a rien de non professionnel à mes yeux. Et bien au contraire, ça met de la chaleur. Et cette chaleur ne va pas à l'encontre d'un professionnalisme parce que nous avons la capacité de pouvoir faire la différence. Et pour moi, ça, c'est vraiment une des assets de HPS. Très bien. Alors, il y a un autre asset, c'est la dimension internationale. Tu as parlé de la création de bureaux. Alors, vous êtes Sparkla partout dans le monde. Comment, juste si tu peux nous résumer, comment vous avez conquis le monde? Donc, il y a le Koweït, donc une base solide de départ, et la région IMEA. Alors, c'était Dubaï. Donc, en fait, quand on a commencé à Casa, évidemment. Et puis, à Casa, en fait, à un moment, on avait 3 bureaux. 3 petits bureaux. On était Flumarif, on était du côté de Chimicolor. Après, on arrivait à Racine. Et puis après, on est arrivé ici. Et ici, donc, on a les 2 étages que tu connais. On a le Shore 1 et on a le Shore 14. Donc, on a 4 plateaux. Et on devait prendre un immeuble là. Et avec le Covid, on a mis un peu on a retardé notre plan. Et puis, une fois qu'on a pris une certaine dimension au Moyen-Orient, on s'est installé à Dubaï. Et à Dubaï, pourquoi Dubaï? Parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est quand même une plateforme qui te permet de voyager partout dans le monde, qui te permet de créer une entreprise en quelques heures, qui te permet de bénéficier d'une infrastructure dans le pays qui est excellente, qui te permet d'avoir une image dans la région qui est excellente. Et les gens aiment venir à Dubaï, donc c'est franchement parfait. C'est très cher. Ça, c'est le drawback. Mais c'est une plateforme qui nous a permis de faire beaucoup de business dans la région. C'est-à-dire, c'est une plateforme commerciale, c'est-à-dire les équipes R&D, etc. Alors, Floul, c'était une plateforme commerciale. Donc, j'allais à Dubaï au début 2 fois par mois. Et puis, là, aujourd'hui, on est quand même presque une 40aine de personnes à Dubaï. Okay. Donc, ça devient une... On a aussi une politique rotation, d'expatriation. Donc on a certains collaborateurs de Casa qui sont partis à Dubaï, mais on recrute aussi localement. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de multiculturalisme dans l'entreprise. Donc il y a des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, des Libanais, des Égyptiens, des Jordaniens. Donc il y a un peu de tout. Tous ces gens-là sous la bannière marocaine. Absolument. Donc, alors, ce qu'on leur dit, c'est que nous, on prend tout ce qu'il y a de bien du Maroc, et tout le reste, ça, c'est international. Donc on essaye, et évidemment, on est très très fiers de nos origines, mais pour pouvoir aller de plus vite, il nous faut cette notation internationale avec cette spécificité marocaine qui fait qu'on fait la différence. Puis ensuite, on est allé en France. Donc on a ouvert un premier bureau à Paris, donc qui était une antenne commerciale pour nous permettre de briller en Europe.
Et puis par la suite, donc, on a fait une première acquisition. Donc on a acquis une entreprise à Aix-en-Provence, donc, qui nous a permis de pouvoir grossir plus rapidement en Europe et de faire un certain nombre d'opérations en Europe. Mais là, c'est un changement de paradigme. Là c'est plus Ma'arif. Enfin, là, on rachète des sociétés en Europe. On aurait pu se dire, on ne se sent plus, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'était fait dans un cadre extrêmement réfléchi et avec un plan et avec une vision très... Alors, quelle était cette vision, justement? Est-ce que vous avez un produit de qualité, vu qu'il y avait des clients, un portefeuille de clients qui l'a développé, etc., vous l'avez amélioré au fil de l'eau, etc. Mais il y a quand même une vision derrière. Donc, j'aimerais bien peut-être la toucher du doigt. Absolument. Donc en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à un moment où on commençait à avoir des clients extrêmement gros et avec des demandes d'accompagnement qui vont avec en termes de taille. Et il nous fallait vraiment très très vite arriver à notre seuil. Et on a eu la chance de pouvoir acquérir une entreprise qui avait une compétence sur le produit. D'accord. Donc, on n'a pas acheté une société comme ça. En fait, cette société, elle avait une très grosse compétence sur le produit. Et donc, ça nous a permis tout de suite de pouvoir passer à une vitesse supérieure en ayant des gens déjà formés qui connaissaient le produit, qui connaissaient la région, enfin le réglementaire français. Et ça nous a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Puis, on a commencé à se dire, tiens, en fait, il faudrait peut-être aller regarder en Asie. Donc, on avait déjà un certain nombre de clients. Et on a décidé d'ouvrir à Singapour. Alors, on avait le choix, Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur. Alors là, ça a l'air simple et évident comme ça. Mais alors, vous avez développé le produit en anglais, nativement. Oui. Bon, c'est très bien. Ça veut dire que, ça réduit le temps de le packager en anglais, mais on est sur des pays qui ne parlent pas nécessairement anglais ou très peu. Donc vous êtes vraiment dans une autre cour là. On est dans une autre cour, beaucoup plus pour des aspects culturels que des aspects de langue. Donc l'Asie est un d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas parler d'Asie, il faut parler des Asies parce qu'il y en a beaucoup. L'Inde est totalement différente de la Chine, qui n'a plus rien à voir avec le Japon, qui n'a rien à voir avec les Philippines. L'Indonésie, n'en parlons pas. La Thaïlande, c'est 1000 fois plus compliqué. Donc vraiment, ce sont des pays, chacun avec sa spécificité. Et ce qui est très, 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 très différent, même pour des gens comme nous, on va dire des Marocains, des Méditerranéens, il y a énormément de non-dits. Chez les Asiatiques, dans les cultures asiatiques. Et il faut être très, 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 très patient et surtout très prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, comment on s'habille, comment on s'assoit, comment on parle. C'est vraiment compliqué. Et compliqué, c'est pas compliqué, c'est que on n'a pas eu la chance d'être baigné dans cette culture. On a mécaniquement était très proche de la culture française. On commence à s'approcher de la culture anglaise, américaine, peut-être un peu espagnole, mais on est trop loin de l'Asie. Très, très et c'est un vrai sujet. Et si je pouvais peut-être donner quelques hints aux différentes écoles, et on le voit en Europe, qui aujourd'hui demandent ou la proposent des formations en chinois, en mandarin, en je ne sais quoi. Je crois que c'est très important. Et donc, on a un certain nombre de clients dans cette région et en fait, il y a un plafond qu'on n'arrive pas à dépasser. Et on s'est tout simplement rendu compte qu'on était trop loin culturellement. Et donc, on a décidé de nous installer localement et d'embaucher des collaborateurs locaux. Et très très vite, on a eu des portes bizarrement qui ont commencé à s'ouvrir. On a commencé à faire des affaires plus facilement. Et ce qui était très intéressant dans le choix de Singapour, c'est que quand on arrive à ouvrir un bureau à Singapour, on a quand même un passeport de transparence qui nous permet d'aller ailleurs plus facilement. Donc par la suite, on a beaucoup travaillé en Afrique du Sud. Où aujourd'hui, je pense qu'on doit être les leaders
dans les systèmes de paiement. Et là, en fait, on nous demande réglementairement d'être présent, vu le chiffre d'affaires qu'on fait localement. Et donc, ça nous arrange aussi. Et donc, on a ouvert un bureau à Johannesburg, qui est là un bureau purement technique. Donc, le sales se fait par ailleurs. Et nous sommes en train d'ouvrir, je me pense si ce n'est pas déjà fait, un bureau à Athènes, où nous accompagnons un de nos clients les plus importants dans un projet local. Donc on va mettre à peu près 20 personnes, il va en mettre 200, pour pouvoir suivre un client important. D'accord. Et nous avons d'autres. Il nous reste les États-Unis, je crois. Les États-Unis, il reste les États-Unis, il reste la Turquie qui est un marché important. Il reste aussi l'Amérique du Sud, qui est aussi un sujet important, et chacun avec ses spécificités. Non, il y a mazal, alhamdoulilah, il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, clairement admiratif de ce développement. Il faut dire que voilà, vous êtes parti quand même du Maroc et à la conquête du monde. Peut-être un mot sur la gouvernance de tout ça. Oui. Peut-être des enseignements à partager sur comment s'organise une multinationale marocaine. Alors, une multinationale marocaine s'organise comme toutes les autres multinationales. Voilà, peut-être ce qu'il peut y avoir de différent, et c'est peut-être à cause de l'historique, il y a beaucoup de confiance entre les dirigeants. Il n'y a pas d'histoire. Je pense que, vu les âges des uns et des autres, je pense que les sujets d'ego sont dépassés. Je pense que la gouvernance est apaisée. Et aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui aux commandes ont préparé déjà la relève. Et ça, c'est très important pour une entreprise comme la nôtre. Et savent qu'on n'a pas de place ni de temps à dépenser. Donc les gens sont vraiment très focus sur le résultat. On a réussi à mettre ça dans les différents. Alors évidemment, comme toute entreprise, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, etc. Mais alhamdoulilah, on va dire que la salle machine est bien en ordre, et les pilotes savent exactement où il faut aller. Très important d'avoir de bons pilotes, n'est-ce pas? Absolument. Très bien. Alors, d'habitude, j'ai une question sur comment on voit le secteur dans 10 ans, etc. Bon, c'est peut-être pas l'idée, mais en tout cas, il y a beaucoup d'innovation dans ce que lance l'entreprise aujourd'hui. Bon, il y a certainement de ta personne dans tout ça. Dis-nous ce que tu aimerais que... Alors, cette révolution que tu aimerais peut-être porter, que l'entreprise puisse porter. Alors, la révolution, elle est tous les jours. Et aujourd'hui, celui qui peut nous dire comment va être le paiement dans 10 ans, soit il est fou, soit il est vraiment connecté à je sais pas qui, mais c'est très compliqué. Par contre, qu'est-ce qu'on dit à HPS? On leur dit, les gens innovants, c'est pas l'Einstein qui va être dans son coin avec les cheveux gris et qui va sortir des choses géniales. Ça, évidemment, c'est important. Mais l'innovation HPS, c'est celui qui va avoir une idée et qui va surtout la faire aboutir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas venir se baisser les bras quand on va lui dire qu'il n'y a pas le budget. C'est pas quelqu'un qui va nous venir dire « Ah ouais, mais moi je veux bien, mais c'est un tel qui s'en occupe. » Et donc, en fait, c'est surtout faire fi de toutes ces barrières qui, aujourd'hui, tuent l'innovation dans des entreprises qui grossissent. C'est vraiment ça, l'innovation. Donc, c'est des entrepreneurs avec une casquette corporate. C'est là ce qu'on leur dit. Vous êtes des entrepreneurs sans prendre de risques. Okay. Parce que c'est exactement ça. Le seul risque qu'on veut que vous preniez, c'est de vous tromper. Alors, s'il vous plaît, trompez-vous. Ça ne va pas vous coûter un rond. Alors, allez-y. Hada, c'est vraiment un sujet... On a mis du temps à l'injecter, mais c'est très important. Par contre, derrière, l'innovation, elle est dans tout ce qu'on fait. Alors
Elle est évidemment dans le produit, donc tu as parlé tout à l'heure dans le paiement. Évidemment, demain, on va payer. Je te donne l'exemple de ta voiture. Tu vas dans une pompe à essence, tu mets l'essence pendant 1 minute, 1 minute et demie, et tu mets 4 minutes à payer. C'est quand même incroyable. Alors qu'en fait, on aurait pu tout à fait imaginer qu'il y ait un capteur, le bec, le truc de fuel, et que dans ta voiture, tu as déjà mis un token avec ton truc, le mec il enlève, ça y est, il est payé, on avance. Donc et donc c'est un peu le rêve. Justement, c'est le paiement invisible. Et donc c'est aujourd'hui, tu démarres, tu commences ton compteur de l'assurance, et j'en passe. Donc ces aspects d'innovation, je dirais technologique, sont évidemment très importants. Kane, la manière dont on crée le logiciel. D'accord ? En fait, avant, on le faisait d'une manière, et je vais être un peu dans l'air du temps, je vais te dire peut-être qu'on consommait beaucoup trop d'énergie, on n'était pas... Et qu'il faut aujourd'hui être un peu plus green dans ce qu'on fait. Il faut qu'on soit un peu plus performant parce qu'on ne veut plus que les gens restent ici jusqu'à minuit, 1 heure parce qu'ils ont trouvé un problème. Et donc, aujourd'hui, c'est dans la manière de créer ce logiciel. Il faut être beaucoup plus outillé, il faut être beaucoup plus industrialisé pour que, en fait, cette production soit la meilleure pour les employés, mais aussi pour le client. Donc, des produits beaucoup plus robustes. Et en fait, on ne fait rien de différent que toutes les industries, où en fait, il faut avoir des produits plus performants. Et surtout, il faut pouvoir les produire de manière différente, encore avec plus de performance. Le troisième, c'est évidemment la manière dont on livre. Donc, on en a parlé, le mot de SaaS, le mot de licence. Le quatrième, c'est le pricing. Est-ce qu'on va devoir, est-ce qu'on peut proposer des financements ? Est-ce qu'on peut, dans certains marchés, donner gratuitement pour arriver ? Est-ce qu'il faut faire de l'essai gratuit ? Et donc, l'innovation, elle est dans tout ce que nous faisons. On est dans la partie RH. Dans la partie RH, il y a énormément d'innovation à faire. Donc aujourd'hui, on va aller dans les universités, on va aller en amont, on va aller planter des graines pour les récupérer par la suite. Donc, l'innovation, elle doit être partout, toutes les secondes qu'on fait. Et surtout, pour moi, l'innovation, c'est celle qui ne va pas s'arrêter. Et juste pour finir, comme Goulam Dima, la R&D, en fait, brûle de l'argent pour avoir des idées. Et l'innovation, en fait, brûle des idées pour avoir de l'argent. Et c'est complètement différent. D'accord. Donc l'innovation, c'est ce qui va produire de la valeur pour nous et pour nos clients. Ok, très bien. Alors, on va finir sur une série de petites questions, s'il te plaît, parce que je vois que l'horloge tourne. Est-ce que tu as un échec préféré ? Non, j'aime pas les échecs de manière générale. Non, j'ai du mal à... Est-ce que dans cette série, franchement très impressionnante, et vraiment bravo, cette série de succès, de réussite, de conquête géographique, technologie, produit, il n'y a pas des moments de moins bien? Oui, bien sûr. Ce serait intéressant de voir quelle nature et comment... Généralement... Comment l'entreprise se redresse, réagit positivement. Donc là, qu'un exemple bien précis. En fait, une erreur est toujours dans un contexte. C'est-à-dire que la même erreur, dans un autre contexte, n'aurait pas eu les mêmes effets. Et on avait un client en Suisse avec lequel on travaillait, c'était nickel. Et c'était un gros client qui faisait... c'est un des plus gros clients d'HPS. Et qui était dans le consumer loan, donc dans le prêt à la consommation. Et puis, on a eu quand même des petits sujets. Donc, on a encore une fois des sujets de culture. Donc, les Suisses sont très différents des Français, ils sont très différents des Allemands, ils sont Suisses. Et ça se passe d'une certaine manière. Et on n'avait peut-être pas appréhendé ce point-là en amont. Et on n'a peut-être pas assez formé les gens pour pouvoir adresser ce type de marché et ce type de demande, etc. Et donc, le projet a un peu toussé. Et la crise de 2008 est arrivée. Et donc, la consommation a chuté.
Et ce client a décidé net d'arrêter le projet. On aurait fini le projet 2 mois avant, on n'aurait pas eu ce problème. Donc pour moi, ça a été vraiment une grosse déception, parce qu'on aurait pu être un tout petit peu meilleur. Et malgré cet éternuement, là, malgré le fait que l'économie mondiale ait beaucoup toussé à l'époque, ben on aurait pu, et on a perdu beaucoup d'argent. Donc ça a été quelque chose on a perdu des contrats parce qu'on n'a pas été bon en termes de lobbying, parce que le client disait « ouais, mais s'ils sont loin, ouais, mais on ne sait pas trop ». Alors qu'en fait, on aurait pu être différemment, communiquer différemment. Mais bon, moi, je n'ai pas d'échec, j'apprends. Voilà, donc on essaie. Bon, ça fait mal, hein. T'inquiète pas, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours et ça fait toujours mal. Ouais. Mais je pense que la satisfaction vient de rebondir après, de se dire que finalement c'était voilà, juste une anicroche. Et du coup, on revient à des dictons de grand-mère ou là de grand-père, et j'en passe. Mais bon, c'est très bien comme ça. Alors, est-ce que tu aurais des conseils concrets à des jeunes entrepreneurs, tu vois, pour avoir la niaque, l'état d'esprit que tu incarnes, et que tu essayes d'irriguer dans le groupe et autour de toi? Est-ce que tu peux nous rappeler ces conseils clés? Enfin, c'est toujours très pas être arrogant ou là. C'est très difficile de donner des conseils parce que chacun est différent. Ce que je peux dire, c'est que la bonne humeur est quelque chose de très très important. C'est vraiment important parce que ça permet d'évacuer beaucoup de sujets. La passion. Je crois que sans passion, rien ne peut se faire. Sans la bonne humeur, la pression est difficilement tenable. Très juste. Et le troisième, c'est s'entourer de gens avec lesquels on peut construire de la confiance. Je pense qu'avec ces trois, généralement, quand on a ces trois, on a de la compétence. Quand on a de la compétence, le marché est là. Quand on a de la passion, ça veut dire que c'est quelque chose qui a du sens. Et globalement, il faut toujours que ce qu'on fait ait du sens pour nous et du sens pour l'extérieur. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des routines au quotidien, ou régulières, qui te permettent de rester un peu, garder une bonne distance avec les choses, rester frais. Tu as parlé de bonne humeur, peut-être que ça se cultive au quotidien. Moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, je me mets au moins une petite heure de musique. Je vais chercher des choses un peu différentes. Et c'est des choses que je fais généralement après le boulot, quand je rentre. D'accord. Mais je suis quelqu'un du matin. Donc, moi, je me lève très tôt. D'accord. Et généralement, je sors du lit, généralement sans faire beaucoup de bruit. Et quelques minutes après, des fois même avant de prendre le café, je suis déjà en train de regarder ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Tu regardes tes mails, par exemple? Je regarde mes mails, je prépare ma journée, je regarde ce qu'il faut faire. Je ne suis pas quelqu'un du soir. Je préfère le soir être beaucoup plus reposé. Mais à 6 heures du matin, généralement, j'ai ma journée qui est déjà rangée, nickel. J'ai enlevé tous les problèmes. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a influencé, qui t'a marqué? Ou alors certains, mais par contre j'en ai lu un il n'y a pas longtemps qui s'appelait Le Bonheur d'un philosophe. Bon, on retrouvera. Ça va me revenir, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup... surtout en ce moment, qui m'a ouvert l'esprit. D'ailleurs, j'ai forcé mes enfants à le lire. Vraiment, enlightening, comme on dit. Donc, Du Bonheur, Frédéric Lenoir. D'accord, Du Bonheur, ok. Ouais, Du Bonheur, un voyage philosophique. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment une question... Sinon,
peu moins sérieux, on va dire. Oui. J'ai lu un livre qui m'a vraiment pris du bout en bout, qui s'appelle La forteresse digitale. Donc c'est un truc... c'est une fiction? C'est une fiction de cryptographie. Donc c'est un livre qui a été écrit par Dan Brown. Donc c'est le Da Vinci Code dans le numérique. Digitale. Voilà, de version digitale. Mais vraiment, enfin bon, c'est pas une œuvre d'art. C'est pas quelque chose de. Oh, mais c'est en tout cas moi j'ai eu vraiment il fallait que je n'arrivais pas à m'arrêter de le lire. C'est ça, c'est un page turner version digitale. Ouais, donc vraiment top. Bonne référence. Top. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces références. Petite question sur comment est-ce que tu progresses. Oui, pardon, t'as encore. Oui. Ouais, si tu as, il y a un livre aussi que j'ai lu, je crois l'été dernier, qui s'appelle Transparence, qui est aussi super top. Donc tiens, futuriste. Je te dis pas plus parce que ça vaut vraiment le coup. Et c'est des lectures qui te nourrissent, qui me te clarifient ta vision. Non, qui te divertissent. Qui me divertissent. Le premier est pour moi est un livre que je n'oublierai pas. Les autres sont des histoires qui te permettent de rêvasser, de partir un peu ailleurs et de t'évader. D'accord. Ok. Très bien. On a parlé des moments clés. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont bon, bien sûr, il y a la bande des quatre, si on peut l'appeler comme ça. Absolument. Il y a la bande des quatre. Il y a certaines rencontres professionnelles que j'ai pu faire avec un certain nombre de clients qui sont devenus des amis, qui sont vraiment importants pour moi, presque des mentors, pas presque, mais des mentors aujourd'hui, sur lesquels je demande beaucoup de... Comment se passe cette relation? Est-ce que c'est naturel? Il y a une sympathie, et puis on s'appelle pour demander conseil. Comment ça se passe et comment ça s'entretient? En fait, je pense que c'est souvent un besoin des deux côtés. Je pense que être un mentor aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Et quand on est un mentor dans l'âme, on a besoin de pouvoir partager, de pouvoir léguer un certain nombre de choses, de pouvoir guider. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes de ce type. Et puis, alors, comment ça s'exécute, ça s'opérationnalise. Donc, en fait, c'est des discussions. Ça peut être des discussions qui sont au milieu de nulle part, et ça peut être un rendez-vous sur Outlook. Voilà, j'ai besoin de te parler à telle heure, à telle date, de manière très formelle. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce type de relations sont très transparentes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire le malin. En ne voulant pas dévoiler certaines faiblesses. Montrer ses vulnérabilités devant une situation. Sinon, ça ne marche pas. En fait, c'est presque quand on va chez le psy, à part que là, en fait, il parle. Alors que quand on va chez le psy, il ne parle pas. Une relation de ce type, elle est vraiment dans les deux sens. Et donc, le mentor va donner des conseils, va dire attention, fais ci, fais ça. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est très important parce que ça permet aussi de garder la tête froide. Parce que certaines personnes peuvent penser être arrivées et ne savent pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut être une référence, qui peut leur dire attention, faites ci, faites ça. Pour moi, en fait, c'est vraiment important. Donc il faut vraiment se mettre en recherche de mentor. Absolument. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se sent quand on est en confiance avec quelqu'un. D'accord. Écoute, très intéressant. Très important de développer la confiance. Alors, petite question sur le secteur des paiements. C'est pas, obligé de te la poser. Ouais. Si tu as des références à nous partager pour mieux appréhender ce secteur-là, enfin des blogs ou des livres ou des. Écoute, moi Comment tu restes à la page? Alors, il y a beaucoup de littérature, mais en fait, il y a beaucoup de petites news. Par contre, il y
En fait, il n'y a pas de réelle référence dans le paiement, sauf les normes. Mais les normes, enfin, Par contre, il y a beaucoup de sites ou d'agences de news qui émettent des petites études. Et donc, je t'invite donc, tous les gros, KPMG, CAP, etc. Tous les ans, tous les 2-3 mois, émettent des études sur le paiement dans le monde, sur des innovations, sur les tendances. Et dedans, en fait, tu peux avoir des choses qui vont être plus orientées sur la fraude, d'autres qui vont être plus orientées sur le mobile. Ok, donc pour pouvoir suivre toutes ces tendances. Absolument. Très bien. Alors, dernière question, c'est si tu avais l'occasion de revenir retrouver le jeune Abdeslam je sais pas, peut-être à Toulouse, ou qui vient juste de rentrer au Maroc, et tu avais un conseil à lui glisser à l'oreille, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être ne néglige pas tout pour ton travail. D'accord. Donc moi, si je devais avoir un regret, c'est de n'avoir pas profité de beaucoup de choses. Parce que j'étais passionné par ce que je faisais. J'aurais pu peut-être avoir plusieurs passions. C'est le seul... si je devais avoir un regret, c'est vraiment celui... Bon, alhamdoulilah, je me rattrape. Donc j'ai d'excellentes relations avec mes enfants, avec mon épouse, avec les gens que j'aime. Et donc, mais par contre, je dis, tiens, j'ai raté ça. Ok. Bah alors, là, on ressent bien le sacrifice de l'entrepreneur bâtisseur, parce que vous avez bâti quelque chose de formidable, honnêtement, de formidable, d'exemplaire, et voilà, je suis... J'espère que notre travail dure encore. Bien sûr, Inch'Allah. Mais alhamdoulilah, le niveau 2 et le niveau 3 qui sont aujourd'hui prêts à prendre la relève, parce que moi-même, je pense pas que je vais arriver jusqu'au bout. Je voudrais bien pouvoir faire autre chose encore. Et donc, la relève est là. Et je suis sûr qu'ils feront encore mieux que nous. Très bien. Merci beaucoup, Abdeslam. On pourrait y passer la soirée, mais j'ai commencé avec un peu d'émotion. Et là, vraiment, j'en ai beaucoup. Merci beaucoup de ton temps. On a tes mots de sagesse, ton partage, les différentes valeurs qu'on va pouvoir se nourrir pour aller de l'avant. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Et puis à vous tous qui nous avez écoutés, restez jusque-là. Voilà, merci de liker ce programme sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et bien entendu, suivez l'actualité de HPS. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!